Parfait, merci. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là nombreux, parce que comme je disais, il y a de la compétition, il y a un certain nombre de talks intéressants à côté. Et donc, juste en 30 secondes, parce que ce n'est pas le sujet qui vous intéresse le plus, qui suis-je? Donc, je suis Florent Zara, je travaille à la Fondation Eclipse. C'est une des 3 plus grosses fondations open source globales, et la seule qui est basée en Europe. Et donc là-bas, j'aide nos membres à mieux faire de l'open source. Donc leur expliquer comment, voilà, l'open source, c'est pas open bar, il y a des règles, faire du training, parce qu'on a de plus en plus de membres qui veulent faire de l'open source, qui doivent faire de l'open source, mais qui ne sont pas structurés pour en faire et qui nous demandent. Voilà. Typiquement, j'interviens en ce moment, beaucoup d'entre vous y travaillent certainement. Je travaille chez Michelin en ce moment pour aider à mettre en place l'open source Program Office, la politique, la stratégie open source. Je donne des formations chez Michelin en ce moment en partie. Parmi d'autres choses. C'est une partie. Je travaille aussi à l'OSPO Alliance, qui est un regroupement de gens qui font de l'open source, justement, qui déploient de l'open source en entreprise. Je suis aussi ambassadeur pour le projet Software Heritage, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un projet d'archivage des codes sources sur le long terme, d'archivage dans un cadre d'héritage, voilà, de sauvegarde de patrimoine. Et pour ceux qui connaissent le site LinuxFR, je suis un des administrateurs du site LinuxFR, qui est un site incontournable quand on veut suivre l'actualité du logiciel libre en français. Voilà. Et dernière chose, je ne sais pas si vous connaissez cet acronyme, voilà. Je ne suis pas un juriste, donc tout ce que je vais dire ici ne sont pas des conseils juridiques. Voilà. On va parler licence, on va parler un peu de propriété intellectuelle, mais voilà, on va juste prétendre qu'on est des avocats, mais voilà, on ne va pas faire plus. Voilà. Sur le sujet. Le but, c'est pas non plus de vous transformer en avocat, en juriste, c'est bien de vous donner des clés pour comprendre les licences open source et comment ça fonctionne. Et alors pour ça, c'est vrai que dans l'abstract, j'ai promis un talk qui ne serait pas juridique, et ça ne va pas être le cas, mais il faut quand même avoir quelques bases. Alors les slides sont en anglais, s'il y a un souci, s'il y a des choses, n'hésitez pas. Les slides sont disponibles après, et s'il y a un terme que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre ou à poser la question. Voilà. Alors déjà, le logiciel en tant que tel, c'est considéré comme une œuvre de l'esprit, c'est un travail donc intellectuel, et c'est soumis donc au copyright. Les lois, alors la common law anglo-saxonne, généralement s'applique le copyright ou le droit d'auteur en France. Voilà. Et quand on parle de logiciel, c'est vraiment le logiciel et son code source complet, les éléments, les sorties de compilation, ou le packaging et la documentation, généralement, et les tests, et voilà, tout ce qui vient avec quand on parle de logiciel. Et donc le traité de l'OMPI, donc WIPO en anglais, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui a été signé en cas s'applique et reconnaît justement donc les logiciels comme du travail intellectuel, et donc le copyright s'applique dessus. Alors, on va y aller en images, on ne va pas rentrer non plus dans je ne vais pas vous faire des slides de juriste. Que comprend? Alors ça, c'est très simplifié, encore une fois, hein, je ne suis pas juriste. La propriété intellectuelle, vous avez alors soit les droits d'auteur en France, le copyright, c'est plutôt dans le côté anglo-saxon, mais c'est deux notions qui sont assez proches, mais il y a quand même un certain nombre de différences plus que culturelles là-dessus, sur le mode de fonctionnement. Typiquement, en France, les droits d'auteur, vous avez composé de 2 éléments principaux, que sont les droits moraux et les droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux, c'est les droits économiques. C'est typiquement les droits d'exploitation. Quand vous travaillez pour votre employeur, c'est votre employeur qui a les droits patrimoniaux sur le logiciel que vous produisez. Par contre, on ne peut jamais vous enlever votre droit moral. Que ce soit un designer qui fait un logo, vous pouvez demander à ce que votre nom soit toujours associé au logiciel que vous avez créé. Mais c'est juste votre nom. Voilà. Après, le reste, toute exploitation économique du logiciel revient à la personne qui l'a payé, qui est donc voilà, les droits patrimoniaux. Mais dans la propriété intellectuelle, vous avez aussi d'autres choses qui sont importantes, donc toute la partie droit des marques, le secret des affaires, les brevets, tout ça, ça rentre dans le cadre de la propriété intellectuelle. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le premier bloc au-dessus, copyright, droit d'auteur. Alors, plongeons-nous un tout petit peu plus sur la partie droit d'auteur et sur les licences. Voilà, donc les licences sont couvertes par le droit d'auteur, et c'est l'auteur original qui choisit la licence qu'il applique. Parce que comme il a le copyright, c'est lui qui peut choisir la licence de son code, sous quelle licence elle est distribuée. Vous avez les licences en grise typiques propriétaires, comme tous les logiciels que vous prenez, les Windows, les Microsoft, les Adobe, voilà, tout ça, c'est voilà, licence propriétaire. Vous avez, on va dire, juste un droit d'utilisation
et c'est tout, et encore dans des conditions parfois très strictes, définies, voilà, parce que les licences définissent le scope. Ensuite, vous avez les licences de distribution gratuites. Et dedans, quand on peut, les licences ou les licences ouvertes, distribution libre, pas gratuite, on y reviendra entre freedom et free speech. Free beer, pardon. Vous avez les licences, et dedans, vous avez aussi donc les licences de distribution libre, mais qui ne vous donnent pas forcément des droits plus que d'avoir accès au code source. Et vous avez les licences open source. Et dans ces licences open source, vous avez deux grandes familles, on va voir un peu plus tard, le copyleft d'un côté, où vous avez, et les licences permissives. Et derrière, il y a la notion justement dont je parlais de gratuité en rouge, qui est transverse, parce que vous avez des logiciels propriétaires qui peuvent être gratuits. Et là-dessus, on rajoute le fait qu'on peut mettre un logiciel plusieurs licences. Voilà. C'est un gros micmac, et nous, on va se concentrer sur cette partie en orange, donc les licences libres et ouvertes. Mais avant de se concentrer un peu dessus, juste quelques rappels historiques au niveau du mouvement du logiciel libre et de l'open source. Je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec. Alors ça remonte dans les années 80, voire même un peu avant. Les universitaires à l'époque, ils se posaient pas trop de questions dans les laboratoires, surtout dans les type MIT, BSD, donc Berkeley. Aux États-Unis, ils ne se posaient pas trop de questions, ils développaient, le code source il était libre, ils le partageaient entre chercheurs, il n'y avait pas de problème. Le vrai dire, la véritable ressource, c'était le matériel. C'était là-dessus, il fallait faire tourner le matériel, c'était le matériel qui valait cher, c'était le matériel qu'on vendait. On se fichait un peu du logiciel, voilà, on faisait tourner du logiciel dessus, mais ce n'est pas là-dessus qu'était la valeur. Et de plus en plus, justement, le logiciel a pris de la valeur. Et c'est là où, un jour, je fais la version courte, au début des années 80, 82, 83, il y a une imprimante Xerox qui avait un gros bug, qui était bourré, et donc il y a un hacker du laboratoire du MIT, donc Richard Stallman, qui a trouvé le problème dans le pilote, qui l'a corrigé et qui voulait le corriger, et le Xerox lui a dit non, désolé, c'est propriétaire, vous ne pouvez pas accéder au code source, je ne donne pas accès au code source, et même si vous avez hacké le truc pour que ça fonctionne, je n'intégrerai pas vos modifications. Alors là, ça l'a piqué au vif, et c'est là où il s'est rendu compte qu'on bridait la liberté des utilisateurs. Et il s'est dit, c'est là où il faut faire quelque chose, et il a créé la fondation, la Free Software Foundation, et la licence qui va avec, la fameuse GPL dont vous avez dû entendre parler. Donc voilà, ça remonte à ça. Et au cœur de ça, c'était la liberté de l'utilisateur. Et on parle bien de free, as in freedom, donc parce que le free a deux acceptations en anglais, comme vous le savez, free libre et free gratuit. Et donc lui, c'était free vraiment comme freedom. Rien n'empêche un logiciel qui est sous une licence GPL d'être revendu. On peut faire de l'argent avec, il n'y a pas de problème. Voilà. Un peu plus tard, on avance dans les années... Voilà, il y avait toujours donc, cette confusion, je vais y revenir. Il y a le mouvement open source à la fin des années 90. À la fin des années 90, ce mouvement a émergé parce que c'est une sorte, j'aime pas trop le terme, mais de rebranding. Il y avait des gens comme Éric Raymond qui ont publié un essai, La cathédrale et le bazar. Je vous invite à le lire, c'est pas très long et c'est très instructif. Et là, on est plutôt sur le côté vraiment business et côté collaboratif de l'open source qui permet de faire les choses mieux, plus vite, voilà, qui est un modèle de développement plus efficace. Et donc, on est vraiment sur le côté pragmatique des choses, on est moins sur le côté liberté, on est vraiment sur le côté... Voilà. Il s'est rendu compte qu'avec le Linux qui a été déployé en 92, que c'était vraiment le noyau Linux, un modèle qui marchait bien. Il y a eu d'autres outils qui ont été développés sur ce modèle-là. Il a dit, voilà, c'est un modèle bazar, en opposition à au modèle cathédrale, plus de construction des cathédrales, qu'on trouvait dans des éditeurs plus classiques, type Microsoft, IBM, etc. Et donc voilà, lui, c'était vraiment à obtenir des bénéfices à court terme pour le business. Et donc, en fait, on retrouve les mêmes éléments, mais formulés différemment. Là, on est moins sur le côté utilisateur liberté, plus sur le côté, voilà, est-ce qu'on ne peut pas faire du business avec ce logiciel? Et comment on en fait? Alors, l'open source, au final, c'est quoi? Quand on dit ce qu'est l'open source et le free, c'est pas juste le prix, c'est vraiment la collaboration et les permissions qui sont données à l'utilisateur. La première de ces permissions, c'est que le source code, c'est la première obligation, est disponible à tout le monde. Voilà, c'est vraiment la base de tout. Ensuite, il y a 4 libertés, qui viennent justement les 4 libertés du logiciel libre définies par Richard Stallman, dont je vous ai parlé, qui vont donner des droits à l'utilisateur. Le droit d'utiliser, le droit, donc, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel usage, sans restriction, que ce soit pour votre Fab Lab, on est dans un Fab Lab ici, ou pour construire envoyer dans un missile, dans un char, dans une centrale nucléaire, voilà, même si c'est contre les convictions de certains, il ne peut pas y avoir de restriction. La liberté de pouvoir étudier le code source.
aussi, pour l'étudier. La liberté de pouvoir, une fois que l'étudier, le modifier pour l'adapter à mes besoins, à mon cas d'usage. Et la liberté de pouvoir redistribuer le logiciel et ses modifications pour, encore une fois, n'importe quel usage. Je ne peux pas mettre de restrictions. Si ces 4 libertés sont respectées, on parle bien d'un logiciel libre ou open source. Voilà. Et tout ça, c'est basé sur des mécanismes juridiques, légaux, qui sont donnés via une licence open source que vous choisissez, spécifique. On peut choisir au moment où on met à disposition le code source. Voilà. Et donc derrière, on parle vraiment d'un modèle de développement open source. Il n'y a pas juste une licence, mais ça permet d'activer des modèles de collaboration qui, de manière transparente et gérés généralement de manière communautaire, qui permet une amélioration communautaire. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, un des points clés aussi dont on a parlé, c'est justement, je vous ai parlé au niveau des licences, c'est le copyleft. Un autre élément à comprendre, avant de se pencher sur les licences, c'est le copyleft qui est un élément clé. Alors le mot copyleft, c'est un jeu de mots avec le copyright. Donc copyright, copyleft, droite-gauche. Alors on parle de droit d'auteur, gauche d'auteur, mais aussi un jeu de mots avec left, laisser. On laisse les droits. Parce que le copyright traditionnel, lui, il va restreindre les droits des utilisateurs de pouvoir copier, modifier, distribuer un logiciel. Alors que le copyleft, il va utiliser le copyright. Le copyleft, il se base sur le copyright. Il va dire qu'il le détourne, il le hack, dans le sens noble du terme, pour faire l'opposé, donner le maximum de droits à l'utilisateur. C'est vraiment le principe du copyleft. Et on s'assure avec ça que les libertés qui ont été données à l'utilisateur se perpétuent dans le logiciel, qu'une fois qu'il est modifié, redistribué par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que les libertés restent et se propagent aux différentes versions, différentes modifications qui ont été faites du logiciel. Voilà. Donc les mêmes logiciels sont passés au suivant. C'est pour ça que parfois vous entendez parler de clauses virales ou de clauses de propagation virale ou ce genre de choses, où moi je préfère parler de côté héréditaire, on va dire, mais voilà, c'est pour ça que voilà, c'est partage à l'identique. On retrouve aussi le terme de partage à l'identique pour ceux qui connaissent les licences Creative Commons. Voilà. Et c'est vraiment ce côté. Alors, toutes les licences open source, attention, ne sont pas copyleft. Certaines donnent des droits, sont plus permissives que d'autres. Voilà. Donc, par exemple, comme la licence Apache au MIT, qu'on va voir un peu plus loin, elles n'implémentent pas ce mécanisme du copyleft. Mais les licences GPL, LGPL, la licence Eclipse, la licence Mozilla, elles sont des licences à copyleft, plus ou moins fort, comme on va voir. Voilà. Les licences à copyleft, donc elles ont leur priorité, c'est vraiment garder le logiciel libre pour la communauté. Les licences permissives, on peut faire quasiment ce qu'on veut avec le code source, même le rendre propriétaire. C'est, on va dire, un maximum de liberté pour le développeur. On va dire plus. Un côté, c'est plus l'utilisateur, la communauté, l'autre, c'est plus le développeur. Voilà. Alors, donc on a parlé des 4 libertés. Un petit mot sur les licences, l'open source. L'open source, donc sur ces 4 libertés, elle a défini, donc toutes les licences open source, il y a une fondation qui s'appelle l'Open Source Initiative qui a défini 10 critères pour qu'une licence soit considérée comme open source. Donc ces 10 critères, je ne vais pas les mettre là, ils sont un peu rébarbatifs, vous pouvez les trouver facilement sur le site de l'Open Source Initiative, opensource.org, c'est assez simple. C'est eux qui maintiennent la définition, ces 10 critères, et ils valident un certain nombre de licences, on va dire c'est un peu les gardiens du temple pour dire si une licence est open source ou pas. Donc encore une fois, vous n'avez pas besoin de mémoriser ces 10 critères, ils s'assurent que les libertés sont bien définies, qu'il n'y a pas de restrictions d'usage, que ce soit en termes technologiques, en termes de plateforme, en termes d'utilisateurs. Vous ne pouvez pas dire je ne veux pas que les roues aient le droit d'utiliser mon logiciel ou les gens de chez Michelin. Voilà. Donc, on ne peut pas mettre de liberté, de restrictions comme ça. On ne peut pas non plus, il faut être neutre technologique. Les licences ne doivent pas être liées à une technologie spécifique. Donc voilà, un certain nombre de critères, une dizaine, je ne vais pas rentrer dedans. Parce que là, c'est quand même le moment où, avant de démarrer sur les licences open source, on va juste voir quelques licences assez sympathiques qui ne sont pas open source. Alors celle-là, voilà, Beerware License. Donc en gros, si vous me croisez un jour dans la rue et que vous avez aimé mon logiciel, payez-moi une bière. Voilà. Donc, et ça, c'est quelqu'un qui a travaillé sur FreeBSD, sur des gros projets open source. C'est un gars connu, c'est donc Paul Henning-Kamp, je ne me souviens jamais de son nom. Donc voilà, il a fait des logiciels qui sont sous cette licence, qui n'est pas considérée open source, qu'on peut faire n'importe quoi, mais il y a trop d'incertitudes
Voilà. Et c'est peut-être, il faut me payer une bière, peut-être, peut-être pas. Voilà. Il y a trop d'incertitudes pour savoir si c'est s'il y a des obligations derrière ou pas. Donc celle-là n'est pas considérée. Voilà. J'ai mis un point d'interrogation. Est-ce qu'elle est vraiment open source? Il y en a certains qui disent que oui, d'autres non, mais elle est controversée. Vous avez la Hot Potato License. Voilà. Celle-là, elle autorise n'importe qui à faire des changements, mais seule la dernière personne qui modifie le logiciel possède les droits du code. C'est voilà, mais bon, c'est un peu bizarre. Donc on se et puis voilà, les droits sont accordés à tous les habitants de la Voie lactée. Bon, encore une fois, on est sur un peu quelque chose d'un peu très peut-être philosophique. Voilà. Et quand on voit la manière dont c'est formulé, c'est un peu, c'est pas juridique du tout et c'est pas clair. Donc celle-là n'est clairement pas open source. Vous avez aussi la WTF PL aussi, donc voilà, donc l'esprit de la licence est clair. Hein, do what the fuck you want. Voilà, il y a juste une seule clause. Celle-là, elle a été faite par Sam Osvar. Certains s'y connaissent. Il a été Debian Project Leader. C'est un des gros codeurs de VLC, pour ceux qui connaissent le VLC Media Player. À un moment, voilà, il a fait une licence. Celle-là, elle n'a pas été. Elle est open source. Théoriquement, elle n'a pas été approuvée par l'OSI parce qu'il y avait déjà des licences qui correspondaient, qui étaient dans le même esprit, et l'OSI ne veut pas multiplier les licences. Voilà. Donc, bien. Vous avez la licence YOLO, voilà, qui n'est pas open source. En gros, voilà. Ici, ce software, il est fourni avec plein de majuscules parce que c'est super sérieux quand on met des majuscules. Donc voilà, le texte en gore, et puis derrière, les conditions, YOLO, swag, blazit. Bon, voilà, encore une fois. Voilà. Et le logiciel que je vous ai mis là, alors là, si vous allez sur ce Darknet là, sur ce repo là sur GitHub, lui c'est le contre-exemple de licences multiples sur un projet. Il a pris toutes les licences what the fuck justement et qu'il a pu trouver et puis les appliquer à son logiciel, dont la YOLO. Voilà. Et alors, un chouille plus sérieux, parce que derrière, c'est la licence JSON. Donc JSON ici, je suppose que presque tout le monde doit connaître ou doit utiliser à minima le format JSON. Voilà, cette licence, c'est ce qu'on appelle une licence éthique. Et elle n'est pas open source. Pourquoi? Parce que quand vous regardez au milieu, le logiciel doit être utilisé pour le bien, pas pour le mal. Voilà. Licence, voilà, on est sur le côté moral, très difficile à définir. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Ça dépend des régions du monde, ça dépend des religions, ça dépend de beaucoup de choses, la définition du bien et du mal. Voilà, donc il y a vraiment trop d'incertitudes, donc ça elle n'est clairement pas open source. C'est un exemple donc, comme je disais, de licence éthique. Il y en a d'autres, il y a un site web, ici le lien est cliquable, les slides quand elles seront à disposition vous pourrez y aller. Il y a des licences qui sont à propos des droits humains, j'ai noté, il y a des licences antiracistes. Vous avez des licences de Non-Violent Public License qui sont contre la violence. Hippocratic License qui interdit l'usage oui, c'est aussi sur les droits humains celle-là. Il y en a une qui est basée sur les trademarks, l'autre sur les droits des travailleurs. Voilà, il y a tout un tas de licences éthiques, mais faire respecter les conditions c'est très compliqué. Voilà, une fois qu'on a montré toutes les licences qui n'étaient pas approuvées et pourquoi, et donc méfiez-vous-en comme de la peste parce que derrière, juridiquement, c'est quelque chose qui ne tient pas et qui peut poser problème. Voilà la liste des licences approuvées par l'OSI en novembre 2024. Il y en a 118. Il y en a énormément. Mais il y en a de moins en moins qui sont approuvés. Et au début, il y en avait beaucoup qui approuvés, et puis ils se sont rendus compte que la multiplication n'était pas forcément une bonne chose, et donc il y a une tentative de rationalisation en ce moment. Il y a eu, par exemple, entre mars 2023 et novembre 2024, il n'y a eu que 2 nouvelles licences qui ont été approuvées par l'OSI. On est passé de 116 à 118. Voilà. Bon, il y a des licences très connues, d'autres beaucoup moins connues. Il y en a qui sont là historiquement et elles ne sont pas enlevées, mais maintenant, c'est de la même manière, hein, comme vous avez vu tout à l'heure, la WTFPL license donc, de Sam Osvar n'a pas été validée. Pourtant, elle remplissait tous les critères, parce qu'il y en a déjà une qui était, je ne sais plus laquelle c'est, où ça devait être la BSD de clause ou la MIT 0 qui devait correspondre, en gros, à ce que ça faisait. Quoi. Voilà. Voilà. Donc, s'il y a une licence équivalente maintenant, ne cherchez pas à réinventer les licences, il y en a forcément une qui peut correspondre. Et s'il y a une licence qui existe déjà, qui remplit un cas d'usage existant, bah, elle ne sera pas approuvée. Alors, on va passer un petit peu de temps sur cette slide. Voilà, j'ai encore un petit peu de temps, oui. Donc, comme je vous ai dit, la licence logicielle, c'est un instrument juridique qui gouverne l'usage et la redistribution de votre logiciel. Voilà.
Donc, typiquement, une licence logicielle, elle vous donne le droit d'utiliser le logiciel, de faire des copies, voilà. Donc, mais ce n'est pas forcément le cas. Les licences open source, les licences propriétaires, vous avez juste le droit de l'utiliser. Et sinon, si vous le copiez, si vous ne l'utilisez pas comme le propriétaire l'a défini, vous êtes normalement en violation du copyright. Voilà. Donc ici, les droits sont exclusifs et on veut dire vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ensuite, vous avez les licences qu'on a vues non commerciales. Certaines, on a vu là, par exemple, qui ne sont pas open source, mais qui donnent accès au code source. On l'a vu, donc il y a par exemple la JSON dont on a parlé. Les licences Creative Commons, on va voir dès que vous avez un certain nombre de clauses, par exemple, clause NC non commerciale dans une licence Creative Commons, ce n'est pas possible pour le... C'est pas une licence libre parce qu'il y a une restriction d'usage. JRL, c'est Java Research Language. Vous avez aussi la Aladdin License, qui sont des licences qui sont dédiées au monde académique. Donc c'est autorisé dans le cadre de la recherche, ou un cadre privé, mais pas dans un cadre commercial. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour les licences. Et ensuite, on arrive dans la partie, les différentes licences open source dont j'ai parlé. Vous avez les licences à copyleft fort, qu'on va voir un peu plus tard. Donc le copyleft, donc c'est bien le fait de redonner les droits aux autres. Donc quand vous mettez votre logiciel sous GPL, vous pouvez être sûr qu'il va rester GPL et que les déclinaisons, les travaux dérivés du code qui a été mis sous GPL resteront sous GPL. Voilà. Il y a eu la GPL V2, puis la GPL 2.1 et la GPL 3 maintenant. Il y a la GPL qui était là pour résoudre une problématique aussi au niveau du réseau. Parce que dès qu'on mettait son logiciel en SaaS, par exemple, disponible via le web, via le réseau, on ne distribuait pas vraiment le logiciel. Les gens l'utilisaient via un navigateur, mais il n'était pas mis à disposition, donc les gens n'avaient pas obligation de redistribuer le code source. Donc là, il y a la Free Software Foundation a dit, moi je vais sortir une nouvelle licence qui va dire que dès qu'on donne accès via le réseau, on est obligé aussi de mettre à disposition le code source du logiciel. Voilà. Et donc, de plus en plus d'éditeurs partent vers ce modèle-là justement pour arriver à limiter l'usage de leur logiciel, du moins éviter que des gens comme Amazon, des hyperscalers, Amazon, Microsoft, Google, puissent le réutiliser. Ça a été le cas notamment, je sais que par exemple MongoDB qui est présent aujourd'hui, alors ils n'ont pas mis à GPL, mais eux ils ont changé à un moment leur licence parce qu'ils ont vu que certains faisaient beaucoup d'argent sur leur projet, leurs produits open source, sans derrière qu'ils en voient la couleur. Donc ils se sont dit, c'est un peu déséquilibré, donc on va changer la licence, on va la remettre propriétaire. Il y en a d'autres qui disent, nous on va mettre sous licence AGPL V3, comme ça si Amazon le distribue, fait des modifs, nous aussi on pourra réutiliser les modifications qu'ils ont faites pour utiliser dans leur environnement. Voilà. Donc ça, on va dire la propagation elle se fait au niveau de l'ensemble du logiciel. Voilà. Il y a Ensuite, vous avez les licences à copyleft plus faibles. Autrement dit, la propagation est plus limitée. Donc là, on retrouve des licences comme la licence de la Fondation Eclipse. Il y a le 1.0 puis la 2.0. La licence Mozilla voilà, et la licence LGPL. LGPL v3 qui avant voulait dire library, c'était une version pour les librairies, ce qui fait que quand vous modifiez le code d'une dépendance qui était une librairie, à l'époque c'était en C, C++, vous n'étiez obligé que de mettre les modifications que vous faisiez que à la librairie, ça se propageait qu'à la librairie, pas au projet complet. GPL c'est le projet complet. GPL, vous utilisez une librairie qui est sous GPL, tout votre projet devient GPL. Vous utilisez une librairie qui est sous LGPL et vous faites des modifications à cette librairie, vous n'avez que la librairie, le code source de la librairie à redistribuer, pas le reste de votre projet. Et encore une fois, attention, il faut que le lien soit dynamique et pas statique. Si vous faites un lien statique, tout redevient, il y a des subtilités, il y a vraiment des petites complexités, mais je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Voilà, donc, voilà. Et ensuite, on a les licences permissives, cette fois sur lesquelles le copyleft ne s'applique pas, donc le fait de redistribuer les modifications. On a des licences comme la licence Apache, BSD, MIT, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, je suppose, si vous faites du Python, du Java, c'est des licences qu'on voit beaucoup. On voit aussi la Eclipse en Java. Voilà, ça c'est des licences où il n'y a pas de... Il y a plus ou moins de restrictions, on va le voir un tout petit peu plus tard après. Et vous avez derrière le domaine public. Des gens peuvent mettre dans le domaine public, il y a même des licences qui sont là pour ça, comme la CC0, la BSD0. Mais en France, là on est en France, je suppose que vous êtes tous français ou de droit français, vous travaillez pour des entreprises françaises, vous n'avez pas le droit de mettre du code dans le domaine public. Comme on l'avait vu au tout début, vous ne pouvez pas abandonner votre droit moral, même si vous voulez, vous ne pouvez pas, on ne peut même pas vous l'enlever de force. Donc en fait, vous ne pouvez pas mettre dans le domaine public. Voilà.
Donc, on va dire, ce cas de figure n'existe. Alors, ensuite, au bout de 70 ans, une œuvre passe dans le domaine public, mais vous, de vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Alors, entre toutes ces licences, on a commencé à le voir, en parler. Il y a quand même des compatibilités. Autant côté propriétaire, vous ne pouvez pas mélanger des composants propriétaires entre eux sans avoir l'accord du vendeur de logiciels. Autant en open source, vous avez, alors il y a toute une science, on va dire une science, une partie du travail qui est ce qu'on appelle la compliance, la conformité. Parce qu'on ne peut pas faire non plus tout et n'importe quoi avec les licences. On peut mixer certaines licences open source entre elles, mais parfois on ne peut pas. Voilà. C'est comme les flux dans Ghostbusters. Parfois on y arrive, parfois quand on mixe les flux, ça ne marche pas. Ça explose. Donc en fait, ici, donc là, c'est dans le sens inversé de ce qu'on a vu du schéma d'avant. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le travailler différemment. Vous avez les licences permissives, copyleft fail et copyleft for. Donc jusque-là, vous devez commencer à comprendre, et à force de voir les noms et les principes de copyleft, comment ça fonctionne. Donc voilà, les licences BSD qui sont les plus libres, vous pouvez inclure du BSD de manière, dans l'Apache. L'inverse n'est pas vrai. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont définies chez Apache qui ne sont pas dans BSD et qui font que ce n'est pas compatible. Donc le BSD, vous pouvez en mettre quasiment partout. À partir du moment où il y a une ou deux obligations à respecter qu'on va voir juste après. Voilà, ça c'est côté permissif. Donc c'est toujours dans ce sens-là. On ne pourra jamais mettre du copyleft fort dans du copyleft faible et puis derrière ou d'une licence permissive. Je ne peux pas distribuer un logiciel sous Apache avec du code GPL V2 par exemple en dépendance. C'est pas possible. Pareil avec voilà. Donc je peux toujours, dans mon projet, j'ai mon projet sous GPL V2, dans mon noyau Linux, typiquement qui est sous GPL, je peux inclure du code qui est BSD, qui est LGPL, voilà, tout ce type de code-là, je peux l'inclure. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Je pense que voilà, ce schéma n'est pas exhaustif, hein, parce qu'il y a les licences MIT, il y a tout un tas d'autres licences, mais voilà, c'est pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde là-dessus? Parce que je sais que c'est des mécanismes qui peuvent être un peu compliqués. N'hésitez pas, de toute façon, après, si vous avez des questions. Il reste un petit quart d'heure, je suis à peu près dans les temps. Je dois même pouvoir avoir un peu de temps pour les questions. Donc voilà. Voilà. Un de mes principaux messages aujourd'hui, surtout si vous voulez choisir ou utiliser une licence, c'est adopter une licence populaire, reconnue, fiable, testée, sur laquelle on va dire il y a une certaine jurisprudence, plutôt que soit de votre propre licence, soit une licence exotique. Je vous ai listé là, on va dire les licences les plus connues, que ce soit licences permissives ou copyleft faible ou copyleft fort ici, comme la GPL. Mais par pitié, n'allez pas inventer votre propre licence ou partir sur des licences qui sont pas reconnues. Voilà. Et ensuite, le choix de la licence, on va aller un peu plus loin, c'est qu'est-ce que vous voulez faire, quel type de communauté vous voulez cibler, vous voulez avoir. Typiquement, par exemple, quand je prends si je fais un projet sur Java ou je crois que c'est Python, je sais qu'on est plus sur du Apache ou de la licence BSD MIT. Donc voilà, souvent, regardez la communauté où vous allez. Si on est sur si on est sur du traitement de big data, si on est sur du web, si on est sur du Java, il y a des licences de prédilection qui fait que si vous prenez une licence qui n'est pas du tout compatible avec ce qui se fait dans le reste de la communauté, ça va vous poser des problèmes le jour où vous voudrez utiliser un autre composant Java, un autre composant Python en dépendance. Comme on l'a vu, vous ne pourrez pas forcément le mettre si les licences ne sont pas compatibles. Voilà, il y a ça. Il y a aussi, donc, la stack technologique. Il y a aussi certaines communautés qui sont disent, voilà, nous, on veut plus de liberté pour le développeur, donc on veut plus du MIT ou du BSD. D'autres vont dire, ah non, nous, c'est une communauté où le maximum de liberté à l'utilisateur, on ne veut pas que des grands groupes, des grands comptes puissent se faire beaucoup d'argent dessus sans redistribuer les modifications. Moi, j'y ai passé du temps, je veux que les modifications soient redistribuées. Voilà, c'est aussi côté philosophique. Donc voilà, il y a ces questions-là à se poser. Est-ce que vous voulez que votre logiciel soit business-friendly, soit adopté par des structures aussi? Ou alors plutôt privilégier le développeur? Voilà. Tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Tant qu'il y a que vous qui avez le copyright, à la limite, c'est pas dramatique. S'il n'y a que votre code, que vous qui contribuez, vous avez le copyright, le droit d'auteur sur le code. Vous pouvez changer la licence demain si vous voulez. À partir du moment où vous acceptez des contributions internes, cette fois, il y a un mélange comme un peu le noyau Linux. Il y a un mélange de copyright. Il faudrait obtenir le droit de l'accord de tous ceux qui ont contribué pour changer de licence. Ce qui est simple quand on est 2 ou 3. Quand on parle du noyau Linux, c'est juste impossible. Parfois, même certains contributeurs sont décédés. Voilà, il faudrait soit écrire leur code, soit... Donc bon. C'est clairement pas possible du tout. Donc voilà, c'est vraiment des questions à se poser avant de choisir une licence, ou voire même parfois de vous dire, est-ce que j'utilise ce composant-là sous cette licence
sachant que derrière, est-ce que derrière je pourrais l'utiliser dans mon projet ou pas? Est-ce qu'il sera compatible avec la licence du projet dans lequel je veux l'intégrer? Voilà. Alors, rapidement, je ne vous ai pas mis les textes, c'est vrai que je vous ai mis les textes avant, mais bon, ce n'était pas le but de la présentation, vous pouvez aller le voir, ils sont très facilement accessibles. La licence MIT, c'est la plus courte, la plus simple, la plus permissive, elle est facile à comprendre, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel projet, vous pouvez l'inclure dans le logiciel fermé, propriétaire, elle est business friendly, elle encourage voilà, l'adoption commerciale, est très facile avec, il y a très peu de friction juridique, comme disent les... Voilà. La seule chose à faire, vous devez inclure le copyright original, dire voilà, ça vient de telle personne ou de telle boîte, et dire que sous licence MIT. Donc en gros, je distribue mon logiciel, j'ai une dépendance MIT, où j'ai pris du code, j'ai fait un copier-coller de bout de code MIT, je dis voilà, mon projet contient du code de telle personne ou de tel projet sous licence MIT. Voilà, basta. Voilà. Bon, après, il y a quand même certains soucis, c'est que vous n'avez pas de la gestion des brevets, parce que même si les brevets logiciels ne sont pas reconnus en France ou en Europe, ce n'est pas le cas en Amérique du Nord, par exemple. Voilà, ça ne protège pas contre si vous avez des gens qui viennent vous dire « Ah bah tiens, mon brevet il a été implémenté dans ton code voilà, par des contributeurs, typiquement un contributeur qui arrive, qui vous met un super truc, super bout de code qui résout votre problème dans votre projet, que vous acceptez la contribution et tout, et après il dit, quelques mois après, là, il fait « Bah tiens, ça, ce bout de code-là, j'ai le brevet là-dessus, maintenant il faut me donner de l'argent. » Voilà, là, c'est arrivé, c'est ce qu'on appelle les patent trolls qui font ça. Donc voilà. Voilà, il n'y a pas ce type de protection. Donc voilà, ça, vous avez, je vais passer très vite sur la BSD, licence BSD 2 clauses. C'est la version simplifiée de la BSD, pareil, comme la MIT, vous avez un maximum de liberté, vous pouvez faire pas de restriction complète, elle est courte, simple, permissive, et il faut faire à peu près la même chose. Les différences avec la MIT sont négligeables, voilà, mais limite privilégier la MIT pour éviter les confusions avec la suivante qui est la BSD 3 clauses, donc la nouvelle BSD. Celle-là fournit une petite protection supplémentaire sur votre licence. C'est qu'en gros, elle interdit à la personne de se revendiquer du nom de votre projet ou endorser le... Pardon, excusez-moi, j'ai parfois les mots qui viennent en anglais. De se revendiquer de votre projet. Par exemple, voilà, quelqu'un vous utilisez tel projet, vous n'avez pas le droit de dire « Ah bah c'est tel projet de telle personne ». Il faut changer le nom et vous pouvez pas vous revendiquer du projet que vous utilisez. Voilà, c'est tout faux. C'est la restriction, la clause supplémentaire par rapport à la BSD2 clause qui est très proche de la MIT. Voilà. De la même manière, voilà, le fait de rajouter une clause de non-affiliation au projet dont on dérive, parfois, côté marketing, ça peut être un peu pénible, mais bon, c'est pas grand-chose. Et vous n'avez pas la protection de la licence contre les brevets, contrairement à la prochaine licence, qui, elle, est la licence Apache, qui est une de mes licences favorites. Alors, à chaque fois, vous avez vu, je ne vous ai pas mis les pour et les contre. C'est volontaire. Certains aussi, parce qu'on va arriver dans des licences, là, on a des licences permissives, on va arriver dans les licences, j'ai oublié de le préciser, qui sont plus à copyleft. Je ne suis pas là pour vous dire le copyleft, c'est bien, c'est mal, le permissif, c'est bien, c'est mal. Je vous donne des éléments de choix, d'évaluation. À vous après de choisir celle que vous voulez utiliser, celle que vous voulez mettre dans votre projet ou que vous privilégiez quand vous utilisez des librairies ou des composants. Voilà. Moi je vous donne des pros, des pros et des cons en anglais, pardon, des pour et des contre, plus à l'oral, mais je vous laisse faire votre choix derrière. Donc voilà, ça, la licence Apache 2.0, elle est vraiment pensée pour les entreprises. Elle inclut des clauses de protection contre les brevets, c'est-à-dire que si quelqu'un intègre, un contributeur met du code qui peut être potentiellement breveté, derrière, il donne automatiquement le droit d'utiliser ce brevet, gratuitement. Voilà. Il ne peut pas derrière venir et vous réclamer, donc il y a des protections là-dessus. Voilà. Donc c'est une protection assez forte et c'est vraiment un des principaux avantages de cette licence. Voilà. Elle est aussi beaucoup plus détaillée, beaucoup plus robuste juridiquement que les 10-15 lignes des licences précédentes. Et elle demande aussi de traquer, j'ai oublié de le mettre ici, de traquer les changements significatifs dans votre code au niveau quand vous publiez une nouvelle version. Elle vous demande de traquer les changements. Les drawbacks, le revers de la médaille, c'est que elle est plus complexe, hein, elle est plus longue à lire et à comprendre que la MIT, c'est vraiment du jargon juridique. Et parfois, certaines règles comme la notice, justement, où il faut mettre toute la liste des changements, ça peut être un peu plus compliqué quand on publie du logiciel sous Apache 2.0. Mais
Bon, voilà, vous avez ça. Si vous regardez votre smartphone, iPhone ou Android, vous avez toujours dans les trucs Lego la liste des changements. Maintenant, ça se fait, ça s'automatise très bien. Tout le monde sait le faire. Il y a les outils pour ça. Alors maintenant, on passe à les licences un peu moins permissives. Donc vous avez la LGPL. Donc là, voilà, ça c'est du copyleft, comme je vous le disais, qui est fait pour les librairies, les dépendances, les librairies, les bibliothèques en bon français, les bibliothèques logicielles. Voilà. Avant, elle s'appelait GNU Library General Public License. Maintenant, c'est GNU Lesser parce que c'est utilisé pour autre chose. Certains l'utilisent pour autre chose que des librairies. Voilà. Donc toutes les modifications que vous faites dans cette librairie doivent être publiées. Après, vous pouvez faire du propriétaire ou l'utiliser dans des applications propriétaires à partir du moment où vous faites un lien et pas une incorporation hard directement dans le code. Voilà. Voilà. Ça s'assure que le code reste libre au fur et à mesure des versions. C'est un bon compromis pour certaines personnes. Voilà. Les règles de lien, pour être sûr que ça ne se propage pas, peuvent être compliquées en fonction du langage, que ce par exemple en Java, ce n'est pas le mécanisme de link qu'en C, qu'en Rust, qu'en Python, etc. Donc il faut vraiment... C'est pour ça que par exemple on voit très peu en Python, souvent du LGPL aussi là-dessus. Voilà. Et certains diront qu'elle n'est pas complètement libre parce qu'elle ne donne pas le maximum de liberté. Dans le même esprit de copyleft faible, on a la licence EPL, EPL Eclipse Public License, qui, elle, c'est un copyleft faible aussi, c'est pour les intégrations. Donc on est au niveau module. Sur les modules que vous avez, les business friendly, parce que bon, les modules qu'on vous met à disposition, ben voilà, ce module-là, il n'y a pas de question à se poser sur le lien, pas le lien, comment je l'utilise. Quand vous travaillez sur ce module, vous faites des modifs, vous les publiez. Ensuite, si vous intégrez ce module dans du propriétaire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire votre logiciel propriétaire. Typiquement, vous connaissez tous historiquement l'IDE Eclipse, qui était un des premiers projets de la Fondation. Maintenant, on en a plein d'autres, mais ce projet-là, typiquement, il y avait IBM qui faisait son propre studio dessus, Red Hat faisait le sien, ST Microelectronics fait le sien aussi pour programmer ses chipsets. Ils font tous leur studio dessus, qui peuvent être propriétaires, voilà, basés tous sur le même Eclipse, sur la même base de code open source. Voilà. L'intégration peut être complexe, c'est pas compatible avec la GPL, il y a quelques petites faiblesses comme ça. Voilà. La Mozilla Public License, elle, le copyleft s'arrête au niveau du fichier. Autrement dit, toutes les modifications dans un fichier, vous devez le refaire. Après, c'est fichier par fichier qu'il faut regarder. C'est bien, c'est plus facile intellectuellement à bien voir. Maintenant, à gérer en termes de compliance, c'est un bordel. Voilà, parce que alors tel fichier oui, tel fichier non. Voilà, pour traquer tous les fichiers sources qui sont historiquement ou pas, lequel est sous copyleft, lequel l'est pas. Voilà. Mais ça marche bien. Il y a un navigateur très connu que je vous invite à utiliser au quotidien qui l'utilise et il s'en sort très bien. Mais bon, je crois qu'il y a globalement, il y a le navigateur, quelques autres projets, mais pas d'autres gros projets d'ampleur qui l'utilisent. La GPL derrière. Alors la GPL, elle, c'est la licence par excellence justement du copyleft. Vous touchez un bout de code, tout le code doit être... il y a du GPL dans votre projet, tout le projet doit être GPL. On ne se pose pas de questions. Voilà. Voilà. Et tout le code source doit être mis disponible. Et même démontrer, c'est le code source incluant la documentation, incluant le test, incluant... Il y a une jurisprudence qui montre aussi toute la partie build, parce que si vous ne mettez pas les processus, le build est complexe, mais vous ne mettez pas le build, quelque part, on montre que vous ne pouvez pas utiliser le logiciel, pas en profiter. Donc c'est une sorte de restriction à l'utilisation qui n'est pas dans l'esprit de la licence et qui a été dénoncée. Voilà. Voilà. Il y a ce côté viral que parfois certains peuvent dénoncer, qui va trop loin, et qui par contre, en termes de compliance, de conformité, si vous voulez intégrer d'autres composants, ça peut être un peu plus compliqué. Voilà, là-dessus, on rajoute... Le multi-licensing, d'abord vous avez des licences propriétaires et open source sur les mêmes projets. Vous pouvez choisir celle que vous voulez, souvent, parfois, mais vous n'avez pas les mêmes droits ensuite. Vous avez, parce que certains disent, moi je mets mon logiciel sous GPL, mais pour ceux qui me payent, je le mets sous une licence plus permissive, ou autre licence comme ça, qui vous donne plus de droits de faire ce que vous voulez derrière du propriétaire. Certains s'amusent à changer les licences. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce qu'en plus on a MongoDB et Elasticsearch qui sont là, mais c'est encore tout un sujet, je pourrais faire une présentation de 45 minutes. Des gens qui changent, qui étaient open source, qui ne le sont plus, qui le redeviennent, parfois sous la GPL, voilà, parce que bon. Mais c'est un sujet compliqué. Les licences s'appliquent aussi à plus que du logiciel. Tout ce qui est médias, les bases de données, l'open data. Il y a deux principales sources de licences pour tout ce qui n'est pas du code. C'est l'Open Data Commons et les Creative Commons. Donc les Creative Commons, vous devez les connaître. Donc vous avez dans le domaine public, vous avez la CC0 et alors la PDDL, Public Domain Dedication and License. Ça c'est chez Open Data Commons. Vous avez des licences d'attribution qui sont licences à copyleft,
non, pas d'attribution, pardon, qui sont les licences permissives. Il faut juste dire à qui, d'où vient le code, un peu comme les MIT, BSD ou Apache. Vous avez la CC BY ou la ODC BY. Et vous avez les licences équivalentes de copyleft, qui sont les CC BY SA et les Open Data License. Un petit mot sur Stack Overflow. Copier-coller sur Stack Overflow, oubliez, c'est pas, dans les licences, c'est pas open source. Avant, ils fournissaient un dump qui était sous CC BY SA de leurs trucs qu'on pouvait utiliser. Mais depuis que les LLM sont arrivés et que c'était trop facile pour eux d'entraîner leur code à partir de Stack Overflow, leur modèle, c'est plus disponible. Ouais. Autre chose aussi qui arrive, je ne vais pas rentrer dans le détail, la définition de ce qu'est l'open source, intelligence artificielle open source. La définition, qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle open source? Il y a exactement un an, il y a une version 1.0 qui a été publiée. Bon, il y a toujours un travail en cours. Mais pour conserver ces 4 libertés, il faut avoir accès au poids, au code, donc les poids, les paramètres du modèle, au code qui a servi pour entraîner, pour créer le dataset. Alors, pas forcément le jeu de données complet qu'il dit, parce que ce serait quelque chose qui est très compliqué et parfois impossible. Par exemple, typiquement dans un hôpital qui entraîne un modèle sur des données patients, on ne veut pas que ces données patients se retrouvent tout le monde, même si elles sont anonymisées. Mais il faut la liste des datasets qui ont été utilisés, du moins les datasets, et en fait une description des données. Voilà, il faut vraiment fournir la description des données qui ont été utilisées, le format utilisé, pour que ça soit open source actuel. Cette définition doit être peaufinée parce qu'elle est controversée sur certains points. Certains la trouvent trop contraignante, d'autres pas assez libre. Voilà. Il me reste 3 minutes pour mon dernier message qui n'est pas concernant, voilà, one last things, comme ils disent dans les présentations. En tant que développeur, des petites choses à garder en tête. Dans les entreprises, de plus en plus, et on le voit par exemple chez Michelin, l'open source est autorisé, voire même encouragé. Hein. Michelin, c'est open source first. Pour ceux les Michelin ici qui ne le sauraient pas encore. Donc soyez créatifs, mais souvenez-vous que la ligne entre votre travail personnel et le travail professionnel, parfois, elle n'est pas claire, elle est fine. Et donc, tout ce que vous faites quand vous êtes payé, c'est par votre employeur, par défaut. Et derrière, si vous êtes sur vos projets personnels, ne mettez rien qui soit professionnel dedans. Et vérifiez toujours avec votre manager de valider si vous travaillez sur des projets personnels, notamment qui pourraient rentrer en compétition. Si vous travaillez sur Minecraft, ce n'est pas dramatique, sauf si vous êtes dans une entreprise de jeu, mais qui pourraient être en compétition avec votre jeu. Donc, les règles, faites le travail de votre propre initiative, sur votre propre matériel, avec vos propres ressources. Soyez sûr que ce n'est pas connecté à votre boulot et ne partagez pas d'informations confidentielles ou sensibles. Et il y a un petit... Voilà, parce que alors là, il y a un petit souci de mise en forme, mais en gros... Dans le pire des cas, ça appartient à votre employeur, ce que vous ferez. Dans le pire des cas, c'est une infraction de copyright. Voilà. Donc, les messages à retenir aujourd'hui, c'est voilà, l'open source, c'est pas open bar. On a créé les licences open source à la base pour se débarrasser des juristes. Les hackers, du moins, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Ils voulaient se débarrasser des juristes. Ils reviennent de manière assez forte là-dessus, surtout avec les histoires de conformité, de compliance. Le logiciel est de plus en plus régulé. Il y a le Cyber Resilience Act, il y a beaucoup de choses. Mais encore une fois, ça peut faire l'objet d'une autre conférence. Voilà. Stack Overflow, c'est pas un buffet open bar non plus. Le licensing open source, ça peut être complexe, donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a de plus en plus de personnes qui savent. Dans des entreprises, vous avez des OSPO, des Open Source Program Office, des comités open source, des experts. Demandez. Sinon, il y a toute une communauté. Il y a même sur Stack Overflow, d'ailleurs, il y a un stack spécial dédié à ça. Et choisissez de manière... attention quand vous mélangez les licences, et choisissez votre licence si vous devez faire pour votre projet. Regardez bien les droits, les devoirs et la communauté qui est derrière. Et je vous ai mis quelques ressources. C'est la dernière slide. Si vous avez des descriptions en anglais, mais des licences de manière complète, TLDR légale, la Commission européenne, elle fait un super outil pour comprendre tester la compatibilité des licences et mieux comprendre ce que vous devez faire quand vous utilisez une licence, avec TLDR aussi légal. Et vous avez une liste assez complète des licences ici, encore plus que celle de l'OSI, qui est dispo ici. On n'a plus beaucoup de temps pour les questions. Et si vous pouvez me faire le feedback le plus honnête possible, ça me permet de m'améliorer derrière. N'hésitez pas. Voilà. Et je vais laisser ça le temps que la personne suivante vienne. Voilà.